Bonjour tout le monde. Donc le webinaire d'aujourd'hui est sur la migration de Windows 10. On va vous présenter donc des scénarios d'automatisation. Dans un premier temps, je vais vous parler d'Ivanti. Ivanti, anciennement Lendesk. Pour faire un petit peu d'historique, Lendesk c'était la filiale, la partie software d'Intel, avant de devenir en fait indépendant et de devenir Lendesk, donc fondé en 85. On a changé récemment l'année dernière de fonds d'investissement pour passer chez Clear Lake, qui nous a permis de pouvoir tout simplement fusionner avec It Software, qui nous a permis de pouvoir amener la partie ITSM, dont je vais vous parler sur le prochain slide. Donc, notre siège social est basé à Salt Lake City. L'entreprise représente maintenant quasiment 2000 employés, avec une implantation worldwide, internationale, sur 23 pays. Donc, au niveau de notre parc client, on est quasiment maintenant à 30 000 clients, avec une couverture de quasiment 50 millions de endpoints, donc de postes. Notre circuit de distribution reste un circuit de distribution principalement basé sur nos partenaires, qui nous permet de pouvoir aussi bien avoir une couverture locale que de pouvoir s'appuyer également sur leur expertise et leur capacité d'intégration pour pouvoir accompagner nos clients au quotidien. Donc la philosophie d'Ivanti concrètement, c'est de regrouper les différentes solutions que l'on peut avoir au niveau d'un service IT pour regrouper l'ensemble de ces produits sous une seule, nous permettant de pouvoir améliorer aussi bien les demandes de ressources et d'infrastructures, que de pouvoir favoriser également tout ce qui est formation sur un outil. Au lieu d'avoir 7 solutions sur lesquelles se former, on n'en retrouve qu'une ou deux gérées par le même éditeur, qui nous permet d'avoir une communication native entre ces différents outils. Donc au niveau, je dirais, de l'ADN d'Ivanti, c'est donc, comme vous pouvez le voir, différentes compagnies qui se sont regroupées et qui nous ont permis de pouvoir traiter et adresser des messages spécifiques sur des industries spécifiques. Donc notre métier était basé principalement à l'époque de Lendesk sur la partie UEM, c'est-à-dire la gestion du parc et du poste de travail, et avec les différentes acquisitions et fusions, on a pu adresser des problématiques basées sur la sécurité, la partie ITAM, la partie ITSM, et sur les dernières acquisitions, même les dernières acquisitions, on a pu couvrir avec Concorde la gestion des licences aussi bien sur le poste que sur les serveurs, et avec REST amener une gestion vraiment de l'identité et adresser des projets IAM. Le but de regrouper, je dirais, ces différents métiers, c'est de travailler vraiment sur je dirais le marketing et la tendance du marché, qui est l'Unified IT, qui va nous permettre de pouvoir tout simplement, au niveau du parc et des besoins, de faire une découverte globale, qui va nous permettre de pouvoir récolter un certain nombre d'informations et de pouvoir prendre des actions en adéquation avec ces problématiques. Donc on va couvrir aussi bien la partie sécurité, la partie UEM, ITAM, ITSM et Identity, avec la possibilité de pouvoir bien évidemment intégrer et automatiser des tâches entre ces systèmes et de pouvoir vous proposer des systèmes d'intégration soit hybrides, soit entièrement dans le cloud ou directement installés sur site, on-premise, et le tout avec des outils d'analyse nous permettant de pouvoir compiler les informations et y avoir une analyse la plus, je dirais, globale sur l'ensemble de ces problématiques. Donc, pour revenir après sur les piliers de nos solutions, on va couvrir, je dirais, les différentes fonctionnalités que vous pouvez voir et les différentes thématiques que vous pouvez voir sur notre portfolio. Donc, aussi bien sur la partie opérationnelle sécurité, qui va nous permettre de pouvoir
intégrer la partie antivirus, de patch management et donc bien évidemment, je dirais, le démarrage de la sécurité au niveau d'un parc. Et on va pouvoir aussi bien évidemment gérer tout ce qui est device, contrôle d'application, la gestion des privilèges, la configuration et le management. La partie UEM, donc Unified Endpoint Management, c'est, je dirais, la partie je dirais, standard de la gestion du poste de travail et du parc, nous permettant de couvrir les différents éléments comme lors d'une migration avec la capture des profils, automatiser, je dirais, là on le verra un peu plus précisément aujourd'hui, la migration et le provisioning d'OS, tout ce qui est donc bien évidemment prise de main à distance, et on va pouvoir après gérer à distance l'ensemble de notre parc, quelle que soit l'infrastructure ou le nombre de sites que l'on peut avoir au niveau national ou international. La partie donc Asset Management qui va nous permettre de couvrir les différents points que vous pouvez voir à l'écran, la partie software, la partie Asset Management bien évidemment, optimiser donc tout ce qui est licensing, toutes les licences éditeurs, de pouvoir se prémunir en cas d'audit, ce type de choses, et bien évidemment gérer le cycle de l'asset, le cycle de vie de l'asset de l'entreprise. La partie service management, donc qui va nous permettre bien évidemment de pouvoir traiter les problématiques aussi bien d'incidents, de problèmes, de changements. On va pouvoir y coupler d'autres fonctionnalités comme la voice automation, nous permettant de pouvoir coupler la téléphonie avec notre système d'incidents, le catalogue de services, la gestion bien évidemment de projet, et le on et offboarding, donc l'arrivée et le départ d'un collaborateur au sein de l'entreprise. Et pour finir, la partie donc identity, qui va nous permettre de pouvoir vraiment gérer l'identité de l'employé au sein de l'entreprise, de pouvoir gérer ses mouvements et ses évolutions au sein de l'entreprise, c'est-à-dire des changements de poste, et de pouvoir sécuriser l'ensemble des données qui va nous permettre de pouvoir vraiment gérer l'identité au sein de l'entreprise. Donc voilà pour ce qui est, je dirais, de la partie Ivanti. Je vais passer maintenant la main à Camille Proux qui va s'occuper de la partie technique et vous montrer comment nous arrivons tout simplement à automatiser la migration de Windows 10. Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Vous êtes très nombreux à pouvoir le suivre. Je vous invite déjà dans un premier temps à aussi profiter des prochains webinaires qui seront amenés à être présentés le 7 février pour la gestion de l'identité. Et ensuite, le 21 mars, Ivanti Endpoint Manager, qui est aussi un bout de la solution que je vais vous montrer pour aujourd'hui, en couplage avec un moteur antivirus, donc le moteur antivirus Bitdefender. Nous avons des partenariats, nous intégrons cette technologie dans Ivanti Endpoint Manager. Enfin, pour le 9 avril, vous aurez la possibilité de suivre le Modern Device Management, toujours sur cette même solution d'Ivanti Endpoint Manager, mais voilà, vous montrer un autre aspect qui est de comment gérer de manière moderne tout type de device en incluant la mobilité et surtout Windows 10 qui aujourd'hui change au jour le jour. Voilà. Et en complément, nous avons un webinar tous les mois maintenant qui a démarré il y a à peu près 4 ou 5 mois sur les nouveautés du patch. Donc ce sont toutes les nouvelles sorties, toutes les nouvelles vulnérabilités, File Zero Day, et notamment donc on vous fera un descriptif de tous les cumulatifs de patch, toutes les nouvelles vulnérabilités aussi liées aux applications tierces lors de ces webinaires, dont un qui va se dérouler la semaine prochaine, mardi prochain. En complément, donc, sachez que nous avons un événement européen chez Ivanti, donc ce sera le deuxième réalisé au même endroit que celui de l'année dernière, à Madrid, où là vous aurez l'occasion donc de suivre le board d'Ivanti, de pouvoir
profiter des annonces, des nouveautés qui sortiront pour cette année 2019 et aussi prochaines années, pour avoir vraiment une bonne visibilité de la roadmap d'Ivanti dans sa globalité. Nous proposons une offre, un early bird, donc qui va correspondre au pass, qui est donc une réduction qui est disponible jusqu'au 8 février. Voilà, n'hésitez pas. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le vif du sujet qui est donc la migration Windows 10. Alors avant même de rentrer dans la migration Windows 10, il est tout de même assez important de souligner que les mécanismes de mise à jour évoluent au jour le jour. Tous les 6 mois, nous avons une nouvelle version de Windows 10. Il faut le voir même comme limite un nouvel OS. Ça embarque finalement du feature update et du cumulative update. Donc là, l'intérêt du feature, c'est de pouvoir aller embarquer de nouvelles fonctionnalités sur ces nouveaux OS de Windows 10, donc dont sortent tous les 6 mois. Donc très récemment, donc au mois d'octobre, une nouvelle version est sortie. Donc l'October Update 2018, c'est pour ça que je l'ai appelé la 1809, c'est comme ça que Microsoft l'appelle. Cette nouvelle version de build donc embarque bien entendu des corrections de patch. Donc vous avez une version de Windows 10 propre à déployer et pré-patché. Donc ça c'est déjà un premier point intéressant. Donc si vous avez du retard de patch, là vous ne l'avez plus si vous passez un upgrade. Et notamment donc vous allez pouvoir retrouver de nouvelles fonctions, des nouvelles fonctionnalités autour de cette nouvelle release. Donc pour information, elle est sortie le 3 octobre. Mais bon, il y a du bon et du mauvais, puisque vu qu'il y a des mécanismes de mise à jour assez fréquentes, il y a eu des problèmes, un petit couac sur cette dernière version. Microsoft a dû retirer dès le lendemain de sa sortie la propagation de cette nouvelle release pour plusieurs problématiques et des problématiques aussi liées à la donnée. Donc ça c'est quelque chose d'assez dérangeant. C'était des problèmes liés aux bibliothèques OneDrive, où effectivement il pouvait y avoir de la perte de documents si la bibliothèque était déplacée et n'était pas sur son chemin par défaut. Donc ça il y a déjà eu des retours de ce type-là. Ensuite, bien entendu, sur le côté optimiste de cette mise à jour, il y a un agrégat de nouvelles fonctions du type copier-coller, le fait de rattacher aussi son téléphone au système d'exploitation, un nouveau clavier aussi virtuel, alors surtout pour les tablettes, pour pouvoir mieux gérer l'intuitif, la discussion intuitive, où vous glissez sur le clavier pour pouvoir générer un mot. C'est assez pratique. Et un autre élément un peu plus technique, mais pour le coup qui peut avoir aussi un effet assez positif, vous n'avez plus besoin de droit d'administration pour pouvoir se rajouter une policy. Donc pour les sociétés qui gèrent finalement cette politique de non-droit d'administrateur sur le poste de travail, là l'utilisateur pourra par lui-même, sans élévation de privilèges, de rajouter ses propres polices de caractère dans le système. Alors bon, je vais plutôt aller dans le vif du sujet maintenant, sur l'approche d'une migration Windows. Alors quand on parle d'approche de migration Windows, et surtout Windows 10, le premier mot qu'on a à la bouche avec Microsoft, et surtout ces updates assez fréquentes, c'est trouver un moyen le plus industriel possible pour simplifier cette lourdeur administrative qui est de quelle manière je vais d'une part faire un update, mais surtout aussi de quelle manière je vais pouvoir migrer mes postes de travail. L'objectif est de pouvoir, bien entendu, arrêter d'être dans une logique de mode projet et rentrer plutôt dans une phase de mode industriel où on va séquencer ces opérations, phaser toutes ces étapes pour avoir un modèle le plus automatisé possible et pour que surtout vos équipes IT puissent se libérer du temps. Parce que ça, c'est beaucoup de temps consommé, on le sait très bien.
Donc effectivement, l'objectif, hein, c'est de vous donner d'une part de la visibilité, parce qu'effectivement on ne gère uniquement que ce qu'on connaît, donc il faut avoir déjà un premier inventaire de son parc pour savoir quelles sont mes versions, qu'est-ce qui est installé, que je sois sur du Windows 10 de vieille version ou du Windows 7, il faut avoir la bonne visibilité de l'état de son parc. Ensuite, on va pouvoir retrouver pour l'industrialisation des mécaniques d'automation telles qu'on pourra justement, je vous le montrerai sur ma démonstration, et notamment sur des éléments qui ne sont pas forcément encore très acceptés par les sociétés aujourd'hui, mais pourtant qui peuvent avoir une grosse valeur ajoutée, c'est le self-service. C'est pouvoir donner aussi la main à vos utilisateurs de savoir quand migrer, car eux ont cette capacité de savoir quand est-ce qu'ils ont du temps libre pour pouvoir mettre à niveau ou migrer son système d'exploitation. Et enfin, donc dans les mécaniques, et c'est surtout sur quoi on va se concentrer sur cette présentation, c'est de trouver la méthode et la mécanique la plus simple pour réinstaller ou remplacer le poste de travail, s'assurer que finalement l'utilisateur puisse retrouver son même environnement. Donc finalement on va retrouver son même environnement, sa même expérience utilisateur. Là l'intérêt est de pouvoir avoir plutôt quelque chose de user-centric, non pas forcément que poste de travail, parce qu'aujourd'hui je pense que tout le monde sait comment déployer un système d'exploitation, mais le problème actuel, le problème le plus compliqué finalement, c'est cette gestion du profil utilisateur. De quelle manière vous allez pouvoir l'appréhender et le gérer. Donc là, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir rendre cette industrialisation possible? C'est gérer ces deux topics, la gestion du profil et la gestion des données. Donc là, on parle bien des paramètres de l'utilisateur, des préférences de l'utilisateur. On parle bien entendu de la configuration de vos applications métiers qui peuvent potentiellement prendre du temps. J'entends souvent parler même de vieilles applications demandant 20 minutes de configuration où on doit passer une clé de registre à droite, on doit aller modifier un fichier tnsnem.aura, enfin bref, des choses finalement qui n'ont que très peu de valeur ajoutée, mais très chronophages. Et là, l'intérêt justement, c'est de pouvoir avoir cette gestion de profil, pousser de la configuration, pousser cette récupération d'expérience utilisateur. Donc, on l'appelle en règle générale, hein, c'est l'ADN de l'utilisateur, qui va inclure de la donnée utilisateur et notamment aussi de la donnée IT. Parce que vous pourrez très bien positionner de la préférence et de la configuration liée à un contexte bien particulier. Et enfin, un élément très important qui fait partie aussi de la composante la plus complexe dans une migration, c'est les données de l'utilisateur. C'est ce qui va prendre beaucoup de place, beaucoup d'énergie en recopie. Et là, il va falloir savoir trouver une méthode, une mécanique qui est diverse et variée. Hein. On a plusieurs façons de faire pour la gérer et l'appréhender. Mais il va falloir gérer ces données, la PST, le bureau, mes documents, ce qu'on a un peu partout finalement sur son environnement, mais s'assurer que les données de l'utilisateur, si elles sont bien entendu locales, qu'on puisse savoir les récupérer de manière la plus souple possible et la plus autonome possible. Alors, en règle générale, hein, quand on parle de migration, alors on a deux visions de la migration. On a la première qui est ce fameux Big Bang qu'on pouvait voir il y a quelques années où on dépensait beaucoup d'énergie auprès d'équipes projets pour pouvoir migrer le plus rapidement possible d'un système A à un système B. Alors effectivement, ça a son avantage, hein. Il y a certains avantages, dont aussi les problématiques d'adhérence de différentes applications tierces que vous pourriez installer, des applications métiers, j'entends bien. Vous avez de temps en temps si vous avez plusieurs systèmes, vous avez plusieurs tests à réaliser si vous avez une montée de version d'une application. Donc là, l'intérêt effectivement d'un Big Bang, ça permet aussi de limiter ces temps de support de ces applications qui vont être multipliés par le nombre de versions d'OS. Et d'autant plus pensez à Windows 10 où si vous avez cette politique de migration tous les 6 mois, vous avez une segmentation du versionning sur vos postes de travail qui vont aussi impacter vos équipes IT métiers
où ils devront valider la version d'une application sur une build A, B, C. Donc ça, c'est là où ça peut devenir quelquefois compliqué. Et donc là, ce que j'ai pu plutôt voir ces dernières années avec Windows 10, on retrouve beaucoup plus une logique de migration au fil de l'eau, c'est-à-dire le poste de travail doit être renouvelé, et c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'on va réaliser ce changement ou cette migration d'un Windows 7 par exemple à un Windows 10. C'est là où souvent on met le pied à l'étrier, c'est souvent sur ces périodes. Alors, pour pouvoir migrer, dans tous les cas, il faut appliquer de la méthodologie. D'accord? On appelle ça de bonnes pratiques, on a des best practices de migration. L'objectif, bien entendu, est de pouvoir avoir un premier niveau d'accompagnement de comment je dois migrer, comment je dois mettre en place tous ces mécanismes pour pouvoir me faire gagner du temps. Donc, bien entendu, on retrouve toujours cette même philosophie. Imaginez d'une version Windows 10, une 17.09 et vous passez à une 18.09. Vous avez tout un pan de toute façon de revalidation, de vérification que finalement votre application fonctionne bien. Donc il y a des tests de non-régression, il faut le voir un peu même comme du patch. Il faut valider ces applications avant de commencer à partir sur une logique de déploiement global. Donc c'est de l'industrialisation qui va en découler donc avec de l'automatisation et des actions globalisées vous permettant de vous donner un maximum de visibilité. Alors aujourd'hui, pour en arriver à ces étapes d'industrialisation, on peut bien entendu s'appuyer sur des solutions liées donc chez nous, chez Ivanti, pour pouvoir faire ça. Alors, si on s'appuie sur les différents piliers qui ont été présentés juste précédemment, on va là, dans notre cas de figure, pour pouvoir réaliser cette logique d'industrialisation, moi j'ai fait une démonstration que je vais vous montrer juste après, qui va s'appuyer sur le Unified Endpoint Management, donc toute la brique orange qui va inclure l'outil de gestion de parc, qui est Ivanti Endpoint Manager, et la seconde brique qui est le User Workspace Manager, qui va correspondre à la gestion du contexte utilisateur, où là on va savoir récupérer cette expérience utilisateur et aussi y récupérer donc les données donc de différentes façons. Et ensuite, pour pouvoir aller un peu plus loin dans cette logique d'industrialisation, je vais m'appuyer sur un portail. Alors, on a plusieurs possibilités de faire du portail. Vous allez pouvoir faire du portail et du self-service en vous appuyant sur des solutions liées au service management, ce que vous avez en bleu. Nous avons un portail self-service qui va permettre d'adresser des demandes de changement d'imprimante, de demandes de nouvelles applications, et on pourrait très bien aussi penser à une demande de réinstallation ou de migration d'un poste de travail réalisé par l'utilisateur. Moi, dans mon cas de figure, je vais m'appuyer sur le module Access. Donc finalement, on va récupérer ces deux composantes qui vont être donc le Unified Endpoint Management complet lié à l'Identity Management. C'est là où justement on commence à avoir cette logique d'agrégat de nos produits pour répondre à cette problématique. Donc cet agrégat, on va le gérer de cette façon. C'est-à-dire, pour un refresh, une migration, le passage de physique à virtuel, parce qu'effectivement, c'est cette contrainte d'un utilisateur se connectant sur du VDI ou sur un poste de travail ou une machine X ou Y, on va retrouver ces mêmes niveaux de problématiques, enfin du moins les mêmes éléments techniques nécessaires. Donc pour pouvoir passer de l'un à l'autre, finalement d'une migration ou d'une réinstallation, on va avoir besoin d'une part de fournir du portail. Comme je vous disais, moi dans mon cas de figure, je vais m'appuyer sur le portail Access qui va s'appuyer sur le produit qui s'appelle Identity Director. Et ensuite, pour toutes les phases plutôt techniques, on va s'appuyer sur Ivanti Endpoint Manager qui est notre solution de Client Management qui intègre notre module de provisioning OS. Et ensuite, tout ce qui va correspondre aux données et à la gestion de profil, on va s'appuyer sur le produit UWM qui est User Workspace Manager. Donc grosso modo, je l'ai déjà un peu expliqué, mais on a bien le module de portail, l'outil de Client Management et ensuite tout ce
qui va correspondre à la gestion de profil utilisateur, pour gérer d'une part la récupération de l'expérience utilisateur et d'autre part, donc là je vais m'appuyer sur File Director, qui fait partie de la suite UWM, qui intègre la synchronisation des données. Donc là, quand je parle de synchronisation, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Là, on va s'appuyer sur un équivalent de broker qui va me permettre de réaliser de la synchronisation. Je vous montrerai ça sur l'environnement et sur le poste de travail distant. Ensuite, pour pouvoir réaliser mes différents scénarios de migration, je vais pouvoir m'appuyer, comme je vous disais, sur un portail self-service, où là, en l'occurrence, c'est le module Access d'Identity Director sur la partie de gauche. Et vous avez à droite la possibilité aussi de vous appuyer sur l'outil technique, les Vivanti Endpoint Manager, pour pouvoir réaliser des séquences tasks pour déployer l'OS sur votre poste de travail. Bien entendu, ça fait partie des éléments liés à l'industrialisation. On a besoin d'avoir de la visibilité, on a besoin d'avoir le contrôle et la maîtrise de qui est et qu'est-ce qui se passe sur mon parc. Quel est l'état actuel de mon parc, savoir quel est le reste à faire, des machines qui restent encore en Windows 10, en Windows 7, en Windows 8, bref, avoir un état de l'art de l'état de mon parc en fonction d'un scope d'administration, en fonction d'une localisation géographique. Et ensuite, on va pouvoir notamment, pourquoi pas, là c'est dans mon cas de figure, c'est comme ça que je l'ai fait, on va s'appuyer sur du dashboard pour savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé, combien de machines ont été déployées dans le mois et quel est mon dernier déploiement en cours et à quelle étape on suit. Voilà, c'est de cette façon qu'on va pouvoir l'adresser. Alors, je vais passer directement à la démo. Où je vais pouvoir vous montrer cette fameuse démarche. Donc là, je vais m'appuyer sur mon poste de travail. Donc là, qui en l'occurrence est un poste de travail Windows 10. Que ce soit du Windows 10 ou du Windows 7, vous aurez exactement le même niveau de fonctionnement. C'est-à-dire que l'outil qui va vous permettre de gérer le contexte utilisateur, la récupération de l'expérience utilisateur va pouvoir vous faire passer ces informations de configuration d'un poste A à un poste B qui soit en 7 vers un 10. Là, dans mon cas de figure, je fais du 10 vers du 10. D'une build à une autre, on n'aura pas d'impact à proprement dit. Donc là, je vais me connecter à l'aide d'un utilisateur final où cet utilisateur final a une personnalisation, a un niveau de configuration sur son poste de travail. Là, on parle du bureau, où là, je vais même pouvoir changer la configuration de mon bureau, enfin du moins mon fond d'écran, par exemple. Je vais pouvoir changer aussi le comportement de mes applications, où par exemple, vous avez des applications qui pourraient être potentiellement multi-fenêtrage, où vous avez un besoin bien particulier d'une configuration d'application, par exemple, je m'appuie sur un setting bien particulier de mon application, je veux afficher les grosses icônes, j'ai telle taille de configuration de cette fenêtre. En faisant ce type d'opération, je définis l'ADN de mon utilisateur. Et c'est de cette façon qu'on va aller consolider l'information, c'est-à-dire j'exécute mon application, je la ferme, et dans ce cas de figure, j'ai la possibilité à la volée, de manière très souple, d'aller récupérer cette préférence, cette configuration utilisateur. La même chose, alors bon là je m'appuie sur du Notepad, mais ça va vous permettre au moins d'avoir une vision d'ensemble de ce que je suis en train d'évoquer, où là je vais par exemple définir un petit format de fenêtre, et surtout je vais changer le format de police, de caractère, je vais le mettre à 72, on pourra pas le louper, voilà, de cette façon. Et ça, c'est la façon maintenant dont mon Notepad fonctionne. Quand je vais double-cliquer dessus, j'aurai bien cette préférence de configuration. Donc là, on est dans un scénario où effectivement l'utilisateur a de la donnée. Comme vous pouvez voir, l'utilisateur a de la donnée, et je vous l'expliquerai après coup de quelle manière ça se gère, mais sachez que les données de cet utilisateur sont synchronisées et ont été synchronisées. Je vais juste générer un nouveau document pour bien vous montrer. Voilà, je génère mon webinar du 10-01-2019, je sauvegarde, et là je vais avoir une opération de synchronisation
qui va me permettre d'aller backuper en temps réel ces informations, un peu comme un Dropbox finalement, hein. Sauf que là, vous allez le définir sur le bureau, sur le document. Voilà, donc là, je génère ma donnée de cette façon. Donc là, maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est migrer. Alors, soit c'est l'équipe IT, bien entendu, qui va pouvoir faire le travail, mais je peux très bien aussi donner la main à mon collaborateur, que ce soit sur un poste de travail ou notamment aussi sur une application de type smartphone. On n'a aucun problème à ce niveau-là. Donc là, je me connecte à l'aide de mon compte utilisateur sur mon portail self-service et de là, je vais retrouver mes différents services disponibles. Donc, que ce soit du changement de mot de passe, du déploiement d'applications, de l'accès à une ressource X ou Y, et notamment, pourquoi pas, le processus de type Windows 10. Donc là, par exemple, l'utilisateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire sa demande auprès de l'équipe, de son manager, et le manager, derrière, lui, va, bien entendu, aller valider cette demande de cette façon. Donc là, il va recevoir, il vient juste de recevoir, hein, tel que vous pouvez le voir, on peut aller voir le détail, il va recevoir soit par email, soit par notification sur ce portail. Donc là, je suis connecté avec un autre collaborateur, hein, on est bien sur le manager. Le manager va recevoir cette demande de validation de déploiement. Donc là, le manager va pouvoir approuver cette demande de cette façon. Voilà, la demande est approuvée à telle date. Donc là, l'utilisateur va notamment aussi recevoir une notification de cette validation de déploiement Windows 10. Et là, ce qui va se passer après coup, vous allez retrouver un déploiement. Donc il y a une opération de télédistribution qui est en cours. Et vous allez retrouver l'interface donc de télédistribution telle que vous pouvez la connaître sur le provisioning OS qui va apparaître au niveau du poste de travail. Donc c'est pas juste instantané, hein, on s'appuie sur un moteur d'automatisation, d'automation issu de la société RS Software, hein, la société que nous avons fait l'acquisition il y a près d'un an et demi. Qui va simplifier la communication entre toutes ces trois coups dont je vous ai fait la présentation. Et là, effectivement, vous allez retrouver ce déploiement arrivé sur ce poste de travail. Techniquement, pour vous montrer assez rapidement la façon dont ça fonctionne, je m'adresse plutôt aux personnes connaissant déjà l'interface et la console. Vous avez une tâche qui a été générée automatiquement avec donc le ciblage et la machine associée qui est en état donc de déploiement. Donc là, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une machine qui va redémarrer dans un environnement de pré-exécution et vous allez pouvoir suivre le déploiement en temps réel sur ce poste de travail qui est en cours de déploiement. Donc là, vous avez les provisioning historiques, vous allez retrouver tout ce qui est en running et vous allez retrouver les différentes actions qui se verront rafraîchies sur cette interface. Vous verrez donc le mécanisme de V-boot, hein, d'environnement de pré-exécution, le formatage, le déploiement, l'injection notamment de drivers, l'injection du fichier de réponse, et ensuite on va continuer cette démarche en post-install où vous allez pouvoir lancer du séquençage de déploiement. Il faut le voir un peu comme du MDT, hein, pour ceux qui connaissent et qui sont déjà un peu familiarisés avec ces mécanismes. Vous allez retrouver à peu près les mêmes mécanismes. Là, l'avantage, c'est que de manière intégrée, vous allez avoir déjà un suivi en temps réel et surtout des actions prédéfinies qui vont vous permettre de réaliser de la télédistribution directement sur le poste de travail. Donc, on a des actions de type software distribution et là, vous allez pouvoir pointer sur les bons packages qui vous intéressent pour aller séquencer le déploiement, pourquoi pas, d'un bundle d'applications métiers, puisque l'utilisateur fait partie d'un groupe de type d'un job, hein, finance, IT et autres, et en fonction de son job, il en découlera un certain nombre d'applications associées. Donc du côté du poste de travail, vous avez le poste de travail qui est toujours en cours de déploiement.
Ce que vous pouvez voir en fait sur l'interface, là, c'est que vous allez avoir donc cet environnement de pré-exécution. On s'appuie sur les technologies de Microsoft pour ça, hein, le WinPI, qui va permettre de continuer à réaliser les actions suivantes. Les actions suivantes, c'est quoi? C'est donc le formatage et toutes les opérations techniques sur ce poste de travail. Donc, pour les personnes connaissant déjà le provisioning d'OS, c'est voilà, c'est la mécanique standard, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là pour vous. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'effectivement, on a bien une démarche de bout en bout de manière industrialisée, où effectivement, on n'a pas forcément vocation à se connecter sur l'interface d'administration. Tout va pouvoir être, par exemple, piloté sur votre outil de gestion de parc ou votre outil de gestion des changements ou d'incidents, enfin bref, depuis votre self-service ou votre outil d'ITSM, pour pouvoir réaliser ce type d'action. Donc c'est ça le côté pratique et le message de l'IT unifié, c'est de pouvoir aller faire communiquer tous ces éléments ensemble. En complément, on va vous donner de la visibilité complémentaire sur de toute façon toutes les solutions liées à Ivanti en s'appuyant sur le module de dashboard. Aujourd'hui, ce que vous pouvez voir ici, vous allez retrouver des rapports, différents rapports, alors hop, je suis déconnecté, je vais me reconnecter, ça fonctionnera mieux. Et on va retrouver des rapports sur les suivis de déploiement. Donc de cette façon, hein, vous avez une action de type provisioning que j'ai créée, qui va vous permettre d'avoir un état de toutes les opérations réalisées, du temps du déploiement réalisé global et du nombre, de la fréquence de déploiement réalisé aujourd'hui. Par exemple, pour aujourd'hui, vous avez eu 2 déploiements réalisés. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir aller aussi un peu plus loin sur la démarche et voir quelles sont les étapes déjà validées et réalisées. Et là, on va voir l'étape, l'état de déploiement et quand est-ce qu'il y a eu ces opérations de déploiement. Voilà, donc on a une bonne visibilité, sur le suivi des machines. Alors vous avez dans cet outil un suivi assez complet de mon endpoint, savoir quels sont mes laptops ou mes desktops disponibles sur mon parc. Donc je vais aller pouvoir interroger mes machines de cette façon, mais sachez que vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur des dashboards que vous avez vous-même créés pour pouvoir savoir combien j'ai de machines de type Windows 10, combien j'ai de machines qui sont prêts à passer à l'étape d'upgrade. Bref, vous allez avoir une visibilité des machines est-ce que je suis en Windows 10, est-ce que je suis en Windows 7 et ensuite est-ce que je suis en 18.03, est-ce que je suis en 18.09 et vous allez avoir un maximum de visibilité sans pour autant entrer dans l'aspect technique. Vous allez plutôt avoir de l'interface de type end-user et de cette façon plus du dashboard associé. Donc là, on va revenir un tout petit peu sur cette étape. Donc la machine prend à peu près une vingtaine de minutes à se déployer de bout en bout. Et voilà, donc là on a le système d'exploitation qui est en cours de décompression et qui est bientôt à la fin de la création de son image. Alors, un élément très important sur la démarche Windows 10, de plus en plus, et ça je vous le conseille de plus en plus, surtout si vous souhaitez industrialiser, créer un master, ça se voit de moins en moins. C'est-à-dire mettre un maximum de configuration dans une machine, dans une image, ça se voit de moins en moins. Ce qui est de plus en plus conseillé, c'est de s'appuyer sur une image de base, l'image que fournit Microsoft, la WIM de base. L'objectif est de pouvoir pousser de la configuration, pousser la post-configuration en passant par la gestion du contexte utilisateur et notamment aussi en poussant de la configuration en passant par Ivanti Endpoint Manager en post-install, tel que j'ai pu vous le montrer tout à l'heure. Vous avez un suivi des différentes étapes et vous retrouvez notamment, donc là, en l'occurrence, ce sont des déploiements applicatifs, mais vous pourriez très bien retrouver de la poussée de configuration de votre système d'exploitation. Et dans la gestion du contexte utilisateur, dans l'outil UWM,
on va pouvoir notamment aller pousser des ADNX, aller pousser de la configuration en mode policy sur ces postes de travail pour avoir un maximum de configuration, de paramétrage de cette ADN IT dans ce cas de figure sur ce poste de travail sans pour autant avoir fait une pré-configuration de votre image. Voilà, donc on va le laisser faire son travail. En parallèle, ce que je vous propose, c'est de se connecter sur une machine qui est vierge de configuration de cet utilisateur Camille que j'ai créé tout à l'heure sur ce poste, cette machine tierce qui là ne connaît pas cet utilisateur. Donc là le profil a été supprimé, je n'ai rien sur cet utilisateur. Là je vais pouvoir me connecter pour la première fois sur ce profil utilisateur. Et je vais avoir donc toute cette logique d'application de la personnalisation à l'utilisateur. Donc là, voilà, on a une logique de première ouverture de session. Hein, et on va laisser la première session, telle que vous la connaissez, hein, toujours la première session prend toujours un peu plus de temps que d'habitude. Bon, ben, on va le laisser faire son petit bonhomme de chemin. Là, l'intérêt, et de toute façon, que ce soit un remplacement de poste de travail, une réinstallation de ce même poste de travail, un poste de prêt, vous allez retrouver cette même philosophie. La philosophie du j'ai un socle OS installé, préconfiguré, et ce que je veux, c'est quand l'utilisateur se connecte sur n'importe quel finalement poste de travail, on va retrouver cette logique d'utilisateur un peu roaming qui va pouvoir se connecter sur n'importe quel type de système. Et va retrouver son même niveau de configuration et de préférence sur ce poste de travail. Donc là, il y a un gain de temps. Il y a un gain de temps dans pas mal de cas d'usage. Des cas d'usage de type virtuel, des cas d'usage aussi de type poste de travail standard. Vous avez un poste de travail qui vient de casser, qui vient de cracher, ou je perds mon poste de travail. On va pouvoir m'en passer un autre assez rapidement, vierge de configuration. Et là, quand l'utilisateur va se connecter, il va retrouver tous ses paramétrages, toutes ses configurations, ses préférences sur cet utilisateur. Alors, on va juste voir ici où est-ce qu'on se porte. Hein. Donc, on a les premiers chargements du poste de travail Windows 10 qui sont en cours de chargement. Voilà, il y a les redémarrages qui sont en train de s'effectuer. On va laisser faire un tout petit peu de cette façon. Voilà. Alors, je vais retrouver donc un niveau de configuration, un niveau de données aussi sur le poste de travail, tel que j'ai pu le voir tout à l'heure, hein, c'est-à-dire je vais retrouver mon navigateur, mes configurations, mes positionnements d'icônes. Comme vous pouvez voir, vous avez des répertoires. Vous avez les données de cet utilisateur, mais qui, en l'occurrence, ne sont pas recopiées. Donc ça, c'est une option sur notre outil qui permet de faire de la synchronisation de la donnée. Là, dans notre cas de figure, on ne va pas redescendre forcément la donnée de l'utilisateur. C'est là où on va gagner beaucoup de temps sur un remplacement de poste ou une migration. L'utilisateur, vu qu'on est sur une logique d'un peu de synchronisation de la donnée de l'utilisateur, cet utilisateur va pouvoir finalement accéder à sa donnée comme si elle était sur le bureau, mais celle-ci n'est pas finalement synchronisée et recopiée sur le poste de travail. Donc là, vous allez pouvoir, parce que globalement, resynchroniser les 100% des données de l'utilisateur, c'est pas forcément le plus pertinent. Pourquoi? Parce que l'utilisateur n'utilise que même pas 20% de ses données au jour le jour, même pas. Ça va dépendre bien entendu du métier de l'utilisateur, mais cet utilisateur finalement va double-cliquer sur son application, par exemple Webinar, il va dès qu'il va lancer l'exécution de son notepad, là il va retrouver son niveau de configuration avec effectivement le gros paramétrage, la configuration que j'avais pu définir tout à l'heure. Voilà. Donc là, on retrouve
va retrouver donc cette logique d'expérience utilisateur, de la donnée qui sera affichée mais pas forcément synchronisée en temps réel pour vraiment y gagner du temps. On a la possibilité de faire d'avoir des mécaniques de backup et de restore, incluant de la personnalisation de la donnée et aussi de la récupération de l'expérience de l'utilisateur. Mais voilà, on a cette ambivalence pour pouvoir jouer sur soit du backup restore, soit être sur un profil vraiment qui va évoluer au fil de l'eau et pouvoir se connecter de manière très mobile sur cet environnement. Voilà, donc on va retrouver donc le poste de travail. Le poste de travail qui en l'occurrence est toujours en cours de déploiement. Si on s'appuie donc sur ce poste de travail, voilà, on a les déploiements des agents qui sont en cours sur le poste de travail de cette façon. Donc là, j'ai délibérément choisi de ne pas forcément afficher le bureau à l'utilisateur. Imaginez si vous avez des déploiements à distance, l'objectif est bien entendu pas forcément donner la main à l'utilisateur sur une session qui pourrait être potentiellement administrateur. Enfin, un élément très important sur cette logique de migration de la donnée, migration aussi OS standard, c'est le fait de pouvoir aller récupérer la donnée au plus proche. C'est une des mécaniques qu'apporte Ivanti Endpoint Manager. On va avoir cette capacité à aller récupérer la donnée au plus proche, aller décompresser cette image WIM, ce master qui peut prendre de la place, au plus proche. Donc là, on s'appuie sur des architectures sous-jacentes, donc s'appuyant sur des partages de postes de travail, de NAS ou de serveurs, qui vont être synchronisés sur les repositories de chacun des sites distants qui vous intéressent, pour vous assurer d'aller récupérer d'une part l'image, d'autre part les packages et aussi, bien entendu, alors c'est vrai que j'en ai pas forcément fait allusion, mais le patch management, on va pouvoir faire du patch management en s'appuyant sur ces mêmes mécaniques de transport de la donnée. Donc là, si je me retrouve sur le déploiement, donc le déploiement est toujours en cours, donc il prend toujours un petit peu de temps. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va laisser le déploiement se faire au fil de l'eau et je vais pouvoir répondre à vos questions si bien entendu vous en avez aujourd'hui. Alors, alors juste une petite minute, le temps de pouvoir rapatrier les questions. J'ai eu une ou deux questions. Ok. Est-ce que, de quelle manière gérez-vous les mises à jour si vous avez du Bitdefender? Alors, bon, c'est non, ok, du BitLocker. Ok, je comprends la question. L'objectif est bien entendu de se dire qu'on a un système qui est chiffré, bien entendu, mais ce système chiffré, là, on n'est pas dans une logique d'upgrade. Et là, en l'occurrence, c'est un peu différent quand on fait un upgrade de Windows 10. Quand on est sur une logique de déploiement d'OS, le déploiement d'OS, là, ne nécessite pas forcément un besoin spécifique de déchiffrer ou du moins déverrouiller le chiffrement pour faire du backup, puisqu'effectivement, on va lancer des systèmes locaux pour faire de la synchronisation. On va s'appuyer sur des mécanismes dans le système qui permettront de faire de la synchronisation de données sans aucun souci. Il n'y a pas d'adhérence. On est dans cette logique où il n'y a vraiment pas d'adhérence. Alors, j'ai une autre question. De quelle manière gérez-vous l'UEFI et le BIOS Legacy? Alors ça, c'est une bonne question. Le système et les actions de provisioning telles que nous les gérons aujourd'hui avec Ivanti Endpoint Manager sont totalement décorrélés. C'est-à-dire qu'on, enfin du moins, c'est totalement naturel au niveau des actions.
les actions qu'apporte le provisioning d'OS gèrent les deux. C'est-à-dire que si vous voulez faire du déploiement du déploiement d'une image et surtout formater avant votre poste de travail, on va avoir une détection déjà de si je suis en BIOS Legacy ou UEFI, et cette action va avoir cette ambivalence de faire le travail de formatage spécifique avec du GPT, etc. en UEFI et du BIOS Legacy de l'autre côté. Alors, d'autres questions? Ok. Quel est le temps moyen d'un déploiement avec Windows 10? Le temps moyen est... moi, en l'occurrence, ça prend une vingtaine de minutes, mais je suis dans un environnement virtuel. Bien entendu, ça va prendre plus ou moins de temps en fonction du contenu que vous y mettez, des données potentielles de l'utilisateur, si évidemment vous réalisez du backup restore, et notamment l'image, l'image, la WIM, qui est plus ou moins volumineuse. Si vous appuyez sur une logique de master, effectivement, le master peut prendre vraiment beaucoup de place. S'il atteint 12 Go, attendez-vous à décompresser 12 Go sur votre réseau. De manière un peu plus optimisée, on a aussi la capacité, si vous avez des bancs, vous voulez faire un peu du bare métal et déployer un peu à la volée des OS, et cette même image, parce qu'elle est assez lourde sur le réseau, on peut très bien faire aussi du multicast, du déploiement en multicast pour décompresser l'image, ce master que vous voulez déployer sur vos postes de travail. Alors j'ai une autre question. De quelle manière fonctionne la communication entre Ivanti Endpoint Manager et le portail? Alors, en fait, on s'appuie sur le module d'automatisation. Ce module d'automatisation va avoir pour effet d'aller attaquer les API, et notamment des nouvelles API qu'on développe version après version dans toutes les solutions Ivanti, pour pouvoir finalement lancer des actions. Et c'est exactement ce que j'ai pu faire en passant par le portail. Quand j'ai eu la validation, j'ai mon workflow qui a réalisé une validation technique, une action technique, on appelle ça un runbook dans le jargon du module d'automation, pour pouvoir lancer une télédistribution. Donc là, en l'occurrence, c'était une télédistribution d'OS, mais ça revient strictement au même pour un déploiement applicatif standard, pour pouvoir faire le travail. Et pour votre information, on a cette même capacité de déployer de l'OS et de l'applicatif en s'appuyant soit par un portail plus simplifié, mais self-service qu'apporte Ivanti Endpoint Manager, ou pour les utilisateurs qui sont déjà de type ITSM sur nos solutions ISM, Service Manager, vous pouvez très bien aussi vous appuyer sur le catalogue de services et exécuter du runbook de la même façon maintenant. Ça, c'est des choses qui ont évolué assez récemment, et vous allez pouvoir faire des appels d'automatisation pour aller communiquer vers nos systèmes, et notamment aussi potentiellement aller au-delà, communiquer sur d'autres solutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Camille, j'ai beaucoup de questions aussi de ce côté. Est-ce que tu veux les traiter maintenant? Est-ce que tu veux y répondre maintenant ou plutôt après? Non, vas-y. Alors, nous n'utilisons pas le provisioning, mais MDT pour l'industrialisation au fil de l'eau de nos machines. Est-il envisageable de faire l'upgrade de nos machines Windows 10 par le simple déploiement d'un patch via le gestionnaire de portail? C'est un client Endpoint Manager 2018.1 avec Patch Manager. Alors, on va pouvoir faire de l'upgrade de branche en passant par le patch management. On a les définitions qui vont permettre d'avoir cette logique de détection de est-ce que je suis sur la bonne version de Windows et à la bonne build de Windows. Et après coup, on va pouvoir séquencer via le patch management le déploiement d'un upgrade de Windows 10. Oui. Alors, okay. Autre question. Comment gérer le paramétrage de sécurité de BIOS, mot de passe de boot?
Alors, on a des partenariats technologiques. Alors, on n'est pas partenaire avec tous les constructeurs du marché, ça ferait beaucoup aussi, mais on a des partenariats avec Lenovo et HP, où on intègre des préférences de configuration de BIOS et on peut pousser de la configuration de BIOS via Ivanti Endpoint Manager. Donc là, on va pouvoir aller y pousser des préférences, mais bien entendu, on pousse de la préférence si on a un agent Ivanti au préalable installé sur l'outil. Hein. Si on est sur une machine qui n'est pas encore gérée, là on ne pourra pas, bien entendu, le gérer. Après, si vous avez du Dell, des utilitaires Dell permettent aussi de faire cette opération. Alors, ce n'est pas intégré à l'outil, mais vous pouvez télédistribuer des actions, lancer des scripts, permettant de s'appuyer sur un BIOS Utility qu'apporte Dell pour aller soit mettre à jour, soit modifier la configuration. Ok, une autre question, comment ne pas installer les applications non pro dans WinStore? Alors, c'est une bonne question. Là, on est plutôt dans une logique de modern management. Plutôt qu'autre chose. Après, de mémoire, il y a la possibilité alors, pour pouvoir gérer le store et vraiment avoir un filtrage, c'est vraiment du modern management. Et là, il faut s'appuyer sur des solutions tierces pour pouvoir avoir ce filtrage je souhaite uniquement mettre à disposition tel type de contenu d'Universal Apps. Mais en tout cas, voilà, on ne le gérera pas directement aujourd'hui, purement et simplement dans Ivanti Endpoint Manager, mais ça, c'est des choses qui vont aussi évoluer parce qu'on gère les CSP et on a intégré ça il y a à peu près un peu moins d'un an. Le fait de pouvoir pousser ces fameuses règles de type moderne sur les postes de type Windows 10. Alors j'ai deux questions et peut-être tu vas pouvoir répondre aux deux en même temps. Donc il y avait une question, où sont stockées toutes les données utilisateurs et peut-on utiliser Box, OneDrive ou autre pour stocker les données locales de l'utilisateur pour restaurer à travers Internet? Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas forcément fait beaucoup d'allusions sur l'outil de synchronisation, enfin, j'en ai un peu parlé mais très brièvement. Soit vous avez la possibilité de vous appuyer sur votre sur du store en interne, c'est-à-dire des filers en interne pour pouvoir réaliser cette synchronisation. Le broker a pour effet d'être le point de passage de synchronisation. On a un connecteur complémentaire qui permet de faire la connexion à votre tenante de OneDrive. Donc si vous avez de l'Office 365 et que vous avez 1 Tera de données par utilisateur, hein, c'est ce que les utilisateurs ont, vous allez pouvoir notamment donc vous appuyer sur File Director pour servir de passe-plat et surtout synchroniser et utiliser ces 1 Tera de données par utilisateur. Et un petit avantage complémentaire, c'est qu'effectivement, File Director est accessible avec Android et iOS, et vous allez pouvoir accéder à la donnée en s'appuyant donc sur ces plateformes et interroger les données de votre bureau à distance. Donc ça, c'est le côté pratique. Hein. Alors, on a la possibilité de le publier ou pas le publier depuis Internet, hein, bien entendu. Et on a cette capacité d'aller interroger cette donnée, agir, télécharger, uploader des données qui seraient sur mon bureau, par exemple. Je suis à distance et j'aimerais bien y accéder. Ok, j'ai encore quelques questions. Peut-on utiliser une image master stockée sur une partition cachée locale? Alors, je vous dirais, tout est possible. Oui, bien entendu. On peut très bien lancer une task séquence de provisioning qui permettrait de générer la WIM à la volée sur une partition qu'on aurait au préalable créée et la stocker en local. Donc ça a pour effet effectivement de limiter énormément la bande passante après c'est plutôt une question de gestion, hein, parce que quand on en crée une locale et qu'on a des upgrades de Windows assez récemment, enfin assez fréquentes,
c'est là où quelquefois ça peut être un peu plus problématique. Mais néanmoins, si on a besoin d'avoir un restore au moins au plus près sans forcément avoir des problématiques de bande passante, oui, effectivement, ça peut être une bonne solution. Une autre question, pouvez-vous coupler votre solution avec Microsoft SCCM pour que SCCM réalise la télédistribution des applications sur Windows 10? Alors, on a la possibilité de... on a la possibilité de pas forcément, alors le fait, il y aurait un non-sens de s'appuyer sur le provisioning d'OS d'un côté et SCCM de l'autre. EPM remplace totalement ce que fait SCCM, donc on a un outil ou l'autre, mais on a la possibilité plutôt de pouvoir timer et s'appuyer sur des web services si on veut, par exemple s'appuyer sur un portail tel que je vous l'ai montré, et de réaliser du tas séquence sur SCCM. Donc si à un moment donné vous voulez industrialiser aussi votre plateforme et qu'elle répond à des API ou qu'elle répond même à du PowerShell, chose que cette plateforme fait absolument, vous allez pouvoir bien entendu industrialiser de manière différente, mais vous allez pouvoir industrialiser en s'appuyant sur le moteur d'automatisation. Encore 3 petites questions. Peut-on générer une clé USB bootable autonome avec tout le process? Alors, on est dans une logique on est sur une logique de clé USB à moitié connectée. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre du contenu, en fait, le contenu le plus volumineux qui va correspondre à l'image, qui va, pourquoi pas aussi correspondre à des applications qu'on va y mettre au niveau de la clé USB. Après, notre template de provisioning a cette capacité, depuis la clé, d'aller vérifier si l'action en question, dans mon séquençage, on va aller vérifier si le serveur est disponible, si mon poste de travail, si mon serveur d'administration, mon serveur Event Endpoint Manager est disponible. Si celui-ci est disponible, là, on aura en fait, on attaquera directement le serveur, parce qu'on va retrouver des informations peut-être plus récentes. Et si le serveur ne répond pas, là, on s'appuiera sur l'action locale qui est au niveau de la clé USB. C'est pour ça que je dis qu'elle est un petit peu hybride. Comment configurer le ou les fichiers unattend? Existe-t-il un outil intégré? Alors, la génération de l'unattend en lui-même, on ne le génère pas. On s'appuie sur les outils que propose Microsoft pour pouvoir générer déjà l'unattend. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'unattend en lui-même, on ne va pas le modifier tous les jours. On ne va pas faire des modifications tous les jours sur ce poste de travail. Donc là, en fait, ce qu'on fait en règle générale, on va plutôt générer depuis un utilitaire et on va s'appuyer sur plutôt les mécanismes d'inventaire et de variables qu'on peut définir dans l'outil pour rendre finalement un fichier de réponse dynamique. Donc là, au lieu d'avoir une unattend brute de fonderie, on va pouvoir s'appuyer sur des attributs d'inventaire pour modifier à la volée la configuration et le paramétrage de certains éléments du fichier de réponse pour que ça puisse fonctionner. Donc finalement, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut potentiellement n'en avoir qu'un seul, mais qui pourrait répondre à des problématiques de local différentes. Je suis du FR, je fais de l'allemand, je fais de l'espagnol, et là je vais avoir des locales plus ou moins différentes et je vais appliquer un niveau de configuration de mon fichier unattend aussi un peu différent. Là, on va pouvoir le dynamiser et limiter cette démultiplication de fichiers unattend. On n'en aura qu'un seul dans le meilleur des cas. Il y a encore quelques questions. Est-ce que tu veux poursuivre la démo et revenir sur les questions plus tard ou on continue sur les questions? On va répondre à une dernière question et après, voilà, comme vous avez pu voir, j'ai fait ma première ouverture de session sur mon poste 1. Donc je retrouve le même niveau de configuration que j'ai pu avoir. Donc je suis parti vraiment sur une image vierge.
Et donc j'ai bien mon Notepad avec tous ces éléments configurés tels que je l'avais paramétré tout à l'heure. Voilà. Avec les gros icônes, comme vous l'avez montré tout à l'heure, et mon super gros bloc-notes avec ma grosse police de caractère. Mais voilà, hein, ça va s'appuyer sur de l'Outlook, ça va s'appuyer sur toutes vos applications bureautiques standards aussi. Hein. Donc, tout est récupérable. Tout est récupérable. On ne récupère pas tout par défaut. On va justement être bien sélectif sur les éléments qu'on a envie de récupérer pour limiter aussi la taille du profil de l'utilisateur. Et pour s'assurer justement de limiter aussi les problématiques de corruption de données en y récupérant tout le AppData. Non, on va aller récupérer certains éléments de clés de registre et on va aller récupérer aussi certains éléments de AppData où là, en l'occurrence, on va récupérer de la configuration et non pas de la donnée, hein, chose qui ne nous intéresse pas pour la récupération de l'expérience utilisateur. Allons-y pour la dernière question. Alors, comment gérer les différentes partitions? Si les données de l'utilisateur se trouvent sur une partition D et le système C, et qu'on veut que tout se regroupe sur un disque C, est-ce que c'est possible? Alors, tout est possible au niveau du partitionnement. Après, globalement, ce que je retrouve de plus en plus, et la raison pour laquelle on faisait souvent des partitions C et D, D c'était pour les datas, c'était le profil de l'utilisateur qui était stocké sur une partition autre que celui du poste de travail, enfin du moins de l'OS. Aujourd'hui, en passant par des mécanismes de backup, en passant par des mécanismes de synchronisation, en passant par toutes ces données qui peuvent être justement récupérées, on a de moins en moins ce besoin d'aller faire du partitionnement de données. Ce que je retrouve de plus en plus, c'est un partitionnement standard. J'ai un disque C qui contient toute la donnée de l'utilisateur. Après, chacun voit ça dans sa paroisse, hein, mais globalement, la tendance que j'ai pu constater ces derniers temps, c'est vraiment une seule et même partition intégrant l'OS et les profils des utilisateurs. Et vu qu'on a cette logique d'utilisateurs beaucoup plus roaming, beaucoup plus mobile, on a moins cette problématique de cette donnée stockée et qui ne bouge pas et qui n'a jamais été récupérée sur ce poste de travail. Voilà. Bon, il y a d'autres questions, mais peut-être qu'on y répondra alors directement auprès des personnes. A posteriori, oui. 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 Ok. A posteriori. Bon voilà, hein, après, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous renvoyer, à faire des retours auprès de nos équipes. Si vous avez des questions complémentaires, des demandes de présentation, de démo ou autres, nous restons à votre disposition après, bien entendu, ce webinaire et pour les prochains jours. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir pu suivre ce webinaire si nombreux. Merci à tous et aussi joyeuses années. Effectivement, je l'avais oublié. Merci.